Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama numéro 4, vous êtes habitués, du moins on l'espère, à retrouver l'équipe cinéma de Télérama en direct. Et je vous rappelle que vous pouvez, et vous devez même, nous envoyer vos remarques et vos questions auxquelles on essaiera de répondre tant bien que mal, comme d'habitude, mais c'est presque une habitude, vous savez comment faire. Alors c'est Samuel Douer. Samuel, on ne change pas une équipe qui gagne. On va essayer de continuer à gagner. Donc, pour cette semaine, dont le film vedette va être le nouveau film de James Gray, qui s'appelle The Lost City of Z. Alors, James Gray est un réalisateur qui a beaucoup été défendu par Télérama, beaucoup sélectionné au Festival de Cannes, et à Cannes, il s'est toujours fait étendre. C'est-à-dire que The Yards a été très mal accueilli. Le Monde nous appartient mieux accueilli, un peu mieux, mais pas primé. Mais pas primé. Two Lovers, ça a été le mieux possible. Oui. Mais là, et le summum, ça a été, je crois, le superbe mélo qu'il a fait avec Marion Cotillard, qui s'appelle The Immigrant, qui a été un désastre. C'est un film qu'on a beaucoup aimé, en tout cas, et beaucoup défendu. C'est un film magnifique. Alors, c'est l'histoire des expéditions successives en Amazonie d'un explorateur anglais, Percy Fawcett, de son aide de camp, qui sont partis plusieurs fois sur les traces d'une civilisation inconnue. Et d'abord, on va commencer par voir quelques images du film. To dream, to seek the unknown, to look for what is beautiful is its own reward. A man's reach should exceed his grasp. Or what's a heaven for? You are the explorer? Give me a hand. I wish to find a lost city. What you seek is far greater than you ever imagined. It is your destiny. Alors le film a de chauds partisans à Télérama, notamment Louis Guichard qui a écrit un papier dithyrambique sur le film. Je crois savoir, Sam, et moi aussi d'ailleurs, qu'on est un peu plus réservé. Oui, un peu moins chaud. Le problème avec le film, c'est que James Gray, en fait, était vraiment un cinéaste de la ville. Tous ses films auparavant étaient tournés à New York, alors quelles que soient les époques, on était vraiment toujours dans sa ville. Et alors là, c'est le grand basculement. Il se retrouve quand même en Amazonie, au milieu de la jungle. C'est pas du tout son élément, et malheureusement, ça se sent quand même un petit peu, parfois, qu'il n'est pas dans son élément. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, parce que moi, je fais des réserves, mais malgré tout, mon admiration pour James Gray est telle que je vais quand même le défendre. C'est-à-dire que je trouve que c'est peut-être la première expédition, puisqu'il y en a plusieurs, oui, il y en a trois, on suit les allers-retours, parce qu'on le voit aussi, on voit aussi bien le Percy Fawcett en Angleterre, dans ses expéditions, puis il retourne en Angleterre. Il y a 3 expéditions. Voilà. Et donc la première manque peut-être de folie, en quelque sorte. C'est-à-dire on devrait... Alors on a les souvenirs de grands films tournés dans la jungle, enfin en Amazonie, que ce soit les films de Werner Herzog, ou que ce soit quand Coppola filme la jungle, c'est pas en Amazonie, mais... Et là, effectivement, ça manque un peu de souffle, et le côté un petit peu à la fois sauvage, dangereux, irrationnel de la jungle ne se fait vraiment pas bien sentir dans ce premier voyage, ce qui est quand même dommage, puisque c'est quand même là que Percy Fawcett, qui part un peu à reculons quand même, il faut le préciser, dans ce voyage, il espérait autre chose, et c'est là qu'il est contaminé, on va dire, par la folie de la jungle, et on la sent pas beaucoup, cette folie. Alors c'est vrai qu'on la sent pas au départ. Plus le film avance, malgré tout, il y a le lyrisme de James Gray qui reprend le dessus, ce qui fait qu'on finit vraiment au bout d'une heure. C'est vrai que la première heure me paraît un tout petit peu froide, et après, le film fait 2 heures. Effectivement, tu as raison, le film est de mieux en mieux, en fait. C'est vraiment un crescendo qualitatif de la première à la dernière minute, avec, comme dans The Immigrant, une fin absolument magnifique. Enfin, une trouvaille de plans, quelque chose vraiment de très fort. Donc là, il faut reconnaître que James Gray sait vraiment très bien terminer ses films. Et le dernier voyage, qui s'accompagne donc 20 ans après le premier, et là, il y a vraiment une dimension supplémentaire sur le temps qui est passé, le temps qui passe, une espèce de
de rêve inaccessible, mais peut-être quand même accessible. Là, il se passe vraiment quelque chose de très très fort dans le film. Alors, ce qui est intéressant, il l'a dit à Louis Guichard qu'il a interviewé, donc l'interview est parue la semaine dernière dans Télérama, c'est que ce qu'il a voulu faire aussi, c'est d'opposer la sauvagerie à la classe anglaise très bien éduquée. Et il dit, par exemple, la classe dirigeante méprise l'explorateur, le regarde de haut, mais lui est condescendant vis-à-vis de sa femme et des populations indigènes d'Amérique du Sud, et même ces populations indigènes se combattent entre elles. Je voulais développer la vision la plus complexe possible de toutes ces hiérarchies humaines. Et ça, je trouve qu'il le réussit vraiment bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est en particulier dans tout ce qui est les séquences en Angleterre, où on voit l'hostilité qu'a Percy Fawcett avec ses pairs. Notamment, on comprend qu'en fait, il y a une espèce de revanche sociale, c'est-à-dire que lui, il est très mal considéré dans son pays. Il part aussi en Amazonie pour essayer de trouver une reconnaissance sur ses terres, et il se rend compte qu'il ne l'aura jamais. Donc, il continue d'aller en Amazonie pour trouver un idéal. Et sur place, effectivement, il est à la fois beaucoup plus sympathique, beaucoup plus humain avec les indigènes que ne peuvent l'être les Anglais, en tout cas l'image de ses compatriotes, mais lui-même a quand même cette vision un peu paternaliste, un peu supérieure. Et ça, je crois que c'est bien compris. C'est pas du tout un film primaire, non, pas du tout. C'est un film très complexe où on retrouve quand même, là, pour le coup, le sens de la psychologie complexe de James Gray qu'il réserve dans ses thrillers citadins, en quelque sorte. Et là, je trouve que c'est quand même assez fort. Et encore une fois, tu l'as dit et on le redit, plus le film avance, plus il est quand même très beau, très fort et très lyrique. Très belle mise en scène et vraiment magnifique. Photo splendide de Darius Khondji qui avait déjà fait la superbe photo de The Immigrant. Et vraiment redire que le dernier voyage amène vraiment une émotion, une beauté. Enfin, il y a une scène de fête indigène avec tout est à la bougie, enfin aux flammes. C'est vraiment splendide. Bon, alors on en a fini à peu près avec le film de James Gray et on va passer à nos coups de cœur. Alors le premier coup de cœur, on en a deux, on en a choisi chacun un. Enfin les coups de cœur, c'est les petites perles, on les appelle, enfin c'est un peu des films qu'on est fiers de vous recommander, parce que peut-être que vous ne les auriez pas vus passer. Encore que le premier que tu as choisi est sorti avec une presse dithyrambique. Oui, il y a un vrai buzz qui court sur ce film depuis sa présentation au Festival de Cannes l'an dernier. Alors donc le film s'appelle Grave, et c'est le premier long métrage d'une jeune réalisatrice française, Julia Ducournau. Alors ça raconte quoi? C'est un film de genre, un film d'horreur, on le dit clairement. C'est un film d'horreur avec tous les ingrédients du genre, c'est-à-dire une première séquence choc, une fin très étrange, et au milieu des scènes d'horreur assumées, assez impressionnantes. Ça raconte quoi? C'est un récit initiatique d'une jeune fille, brillante étudiante, qui rentre en première année d'école vétérinaire. Il se trouve que cette jeune fille est végétarienne et dans le cadre des nombreuses séances de bizutage de l'école vétérinaire, elle est obligée d'avaler un rein de lapin. Et à la suite de cette ingestion, il va se passer plein de choses. Je ne vais pas dévoiler ici, mais... des choses qu'on va découvrir dans les quelques images que nous avons sélectionnées de ce film. Alors, il y a une question qui vient de nous arriver, pile poil, ça tombe très bien. La filiation revendiquée par Julia Ducournau avec le cinéma de David Cronenberg est-elle réellement perceptible? Samuel? Plutôt 2 fois qu'une. Oui. C'est-à-dire que comme Cronenberg, elle avoue que c'est vraiment une référence, une influence majeure de son cinéma. C'est un cinéma vraiment organique, quoi. Elle montre le corps dans tous ses états, y compris les plus chocs. Il y a vraiment, alors tout le film est autour de l'idée du cannibalisme et on le voit vraiment, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas vraiment un festival de gore, mais en fait oui, c'est clair.
on voit le cannibalisme. Et je crois qu'elle a dit que une de ses plus grandes émotions, ça a été lorsque David Cronenberg, qui a vu le film, lui a envoyé un mail pour lui dire « j'aime beaucoup ce que vous faites », quoi, en gros. Et ça l'a bouleversé, parce qu'évidemment, c'est une de ses références majeures. Oui. Et comme Cronenberg, il y a quand même vraiment une vraie recherche esthétique, une mise en scène vraiment très, très forte. Et le côté audacieux d'oser affronter son sujet jusqu'au bout, avec tous les côtés dérangeants que peut avoir le sujet. C'est un film qui peut choquer. Oui, alors, le film peut choquer. Le film peut clairement choquer, parce qu'effectivement, il y a des scènes très, très troublantes. Enfin, c'est d'autant plus troublant que la jeune fille, l'épatante actrice qui s'appelle Garance Marillier, qui interprète le personnage, a vraiment un visage angélique. Et on la voit faire des choses qui ne le sont pas. Donc oui, le film est assez troublant par moments. Alors, il y a eu, dans la campagne de buzz autour du film, on a dit qu'il y a eu des évanouissements dans les salles. Faut peut-être pas exagérer, ou alors les gens sont très sensibles. Parce que... Mais enfin oui, le film a vraiment des aspects très très troublants, notamment pour évidemment toute la dimension métaphorique du film qui est très large. Cécile Muri, dans la critique qui paraît dans Télérama demain, parle d'une bombe métaphorique, et c'est vraiment le cas. Le film, évidemment, on parle l'appétit de chair humaine, c'est l'appétit de chair au sens sexuel du terme. Il y a une histoire de transmission avec le sang, les liens du sang avec les parents-enfants. Enfin, voilà, il y a énormément de choses autour de ce film, quoi. Comme dans tous les bons films d'horreur, on n'est pas seulement dans de l'horreur pure. Il y a de la métaphore, il y a une dimension presque politique derrière. Un deuxième coup de cœur, petite perle comme on veut, est un peu moins choquant. Oui. C'est plus classique, disons. C'est un peu plus que ça. Ça s'appelle donc Jour de France. C'est un premier film aussi de Jérôme Rébaud. Et en gros, c'est l'histoire de Pierre qui vit avec Paul et qui, un beau matin, prend sa voiture et s'en va. Lorsque Paul s'aperçoit de son absence, il ne s'en aperçoit pas tout de suite, il décide de le suivre. Et en fait, on assiste à ça, c'est-à-dire une sorte d'errance de Pierre qui traverse la France, qui fait des rencontres de hasard et des rencontres, alors sexuelles, aussi, puisqu'il est quand même là aussi avec un GPS tout à fait spécial. Oui, c'est une application de drague. De drague homo, et que donc très très vite, il sait où il peut trouver ce qui l'attend. Mais ce n'est pas qu'un film gay, et ce n'est pas que des rencontres sensuelles ou sexuelles. Il y a aussi et c'est ça qui me fait je trouve que c'est un film très original. Il y a des rencontres bizarres. Une femme comme ça qui, sur une route, cherche à joindre une épicerie dont on ne sait pas si elle existe vraiment, et elle est là comme ça, elle parle du silence de Dieu à Pierre, puis elle s'en va tranquillement. Il y a une autre femme qui visiblement va chanter dans des hospices, et il l'emmène là-bas parce que la voiture de la jeune femme est tombée en panne, et il se passe entre eux des choses qui ne sont pas dites. Et puis moi, un de mes moments préférés, c'est un VRP qui tombe amoureux, non pas de Pierre, mais de sa voiture, qui est une Alfa Romeo blanche, et qui lui demande de l'essayer parce que c'est le rêve de sa vie. Et il l'emmène, lui présenter son domaine. C'est un modeste VRP, et il lui présente son royaume, en quelque sorte, c'est-à-dire ce bourg, ce rond-point. Et je trouve que chacun de ces personnages est à la fois très excitant, mais au sens intellectuel du terme. Tout à fait. Et il faut aussi signaler le fait que c'est un film, il y a un côté un peu Tour de France, puisqu'on se balade vraiment dans toute la France. Et c'est très bien. Les paysages de la France dans toute sa variété sont très très bien filmés. Il y a vraiment on sent que le réalisateur est très attaché à ça, cette dimension de road movie, mais un road movie qui prendrait vraiment le temps de s'intéresser au cadre, au paysage, au territoire, en fait. Ça, c'est assez peu courant dans le cinéma français. C'est assez peu courant, voilà. Et alors, ça dure 3-4 jours, mais en même temps, on passe des paysages très ensoleillés à des paysages très brumeux. Et voilà, on a l'impression de vivre une mini-odyssée. Le film prend son temps, mais je trouve que c'est pas grave dans la mesure où les rencontres sont tellement originales et intéressantes qu'on oublie. Oui, puis une rencontre en amenant une autre, et effectivement, c'est comme un signe de piste. Voilà, un signe de piste. On a envie de voir quelle rencontre il va faire après. Effectivement, s'il y en a qui sont peut-être un petit peu plus longues que d'autres, un peu moins intéressantes, on se dit qu'il y aura, au bout du chemin, dans une autre route, au prochain virage, il y aura peut-être une rencontre
encore plus réussi. Enfin voilà, deux premiers films particulièrement intéressants. Et on va donc finir cette petite séquence avec une reprise à laquelle je tiens beaucoup parce que c'est un film de Ermanno Olmi qui s'appelle Il Posto. Et Ermanno Olmi était un dieu il y a 20 ans. Tous les cinéphiles l'adoraient. Il a obtenu quand même la Palme d'Or pour l'Arbre au sabot, un Lion d'Or pour un film qui s'appelait La légende du Saint Buveur. Il a été couvert de prix. Tous ces films sortaient comme des événements. Et puis, pouf, qu'est-ce qui s'est passé? Purgatoire, oubli total. Et c'est très injuste. Donc il faudrait un jour réhabiliter ce cinéaste. Et on peut commencer par revoir ce film, Il Posto, 1961, noir et blanc. Deuxième film d'Ermanno Olmi, et c'est la simple histoire c'est une famille qui a visiblement de paysans qui ont émigré à la ville parce que ils espèrent y faire fortune. Et en fait, c'est ça, il essaie d'avoir il posto, une place. Et alors, le film commence comme vraiment du néoréalisme à l'italienne, comme c'était à la mode 10 ans avant, à la fin de la guerre avec Vittorio De Sica et tout ça. Et puis, très vite, Ermanno Olmi le fait virer vers un burlesque, c'est-à-dire qu'il peint, mais toujours avec beaucoup si j'ose dire, de férocité, mais jamais avec méchanceté, des petits fonctionnaires, des bureaux tristes, et au milieu de ça, son héros, qui ressemble un peu à un Buster Keaton il a un jeune. canotier, j'ai vu sur la photo. Et il ressemble à Buster Keaton, absolument. Alors il lui met un petit canotier pour accentuer la ressemblance, et qui porte sur le monde un regard absolument candide, et à la fin, enfin pas à la fin, mais vraiment le clou du film, c'est une soirée un 31 décembre de fête d'entreprise qui est d'une tristesse, d'un burlesque, d'une mélancolie et d'une drôlerie irrésistible. C'est vraiment un film à redécouvrir. Ce film-là est toute l'œuvre, en fait, de Ermanno Olmi, mais on y reviendra au fur et à mesure des semaines. En espérant qu'elle ressorte en salle. En espérant que tous ces films ressortent en salle. Eh bien, voilà, on a fini maintenant notre partie sortie, et on va vous parler maintenant de quelques films sur canapé, en quelque sorte. On commence par la télé. Alors, plein de films parce qu'il en sort. Mais on a choisi, toi et moi, 2, et tu as choisi, toi, un film à la fois connu... mais rare. Et rare, et finalement pas si connu que ça. Il est surtout plus connu aux États-Unis qu'en France, où il a eu beaucoup plus de succès à l'époque de sa sortie. C'est le premier film de Costa Gavras, Compartiment tueur. Une série noire, en fait, mais un peu décalée, en fait. C'est l'adaptation, il est sorti en 1965, c'est l'adaptation d'un roman de Sébastien Japrisot. Une histoire vraiment très série noire. On redécouvre le cadavre d'une femme étranglée dans un wagon couchette en gare de Lyon. Et l'inspecteur va se rendre compte que le tueur, en fait, essaie d'éliminer tous les occupants de la couchette. Et donc, c'est une course contre la montre entre la police et le tueur. C'est Yves Montand. C'est Yves Montand qui fait le commissaire. Alors, le film, j'aime vraiment beaucoup parce que c'est un polar un peu décalé. Le premier signe du décalage, c'est que le personnage d'Yves Montand, en fait, il a une grippe carabinée, et il ne rêve que d'une chose, c'est d'aller au lit, quoi. Donc, en même temps, il est quand même obligé d'enquêter et d'aller vite, parce qu'il y a quand même beaucoup de morts dans ce film. Et donc, tout le film est un peu comme ça. On est vraiment dans à la fois du très sérieux et du un peu loufoque. Il y a vraiment des dialogues très drôles, des situations très, très drôles, avec des seconds rôles très étonnants. Notamment, il y a Charles Denner, qui joue le rôle d'un pseudo-anarchiste, mais qui en fait est là pour se faire taper par les flics tellement il les insulte. Voilà. Et donc il y a plein de surprises dans ce film constamment. C'est un film qui bouge tout le temps. Il y a une caméra très mobile, des acteurs qui bougent aussi beaucoup. Il y a une logique un peu d'encombrement maximum du cadre avec beaucoup de personnages secondaires qui sont dans l'image. Enfin, c'est très étonnant. Et une belle distribution, puisqu'à côté de Montand, il y a Simone Signoret. Donc Charles Denner dont j'ai parlé. Il y a Jean-Louis Trintignant. Voilà. Il y a Jacques Perrin, il y a beaucoup de très bons comédiens de l'époque. Et c'est un premier film, c'est assez bluffant quand même. Et alors, il passe notamment mercredi. Il passe mercredi soir à 20h55 sur Arte. Et alors, moi, j'ai choisi une rareté absolue qui va passer au cinéma de minuit, donc dimanche à point d'heure, 23 minuit 25. Oui. Mais c'est un film vraiment très rare qui s'appelle Gibraltar, de Fedor Ozep,
1938, énorme succès en 1938, un film absolument irrésistible, quelquefois au second degré. C'est une histoire d'espionnage. Hein, ça se passe donc à Gibraltar. Il y a des Anglais, il y a des sous-marins de Sa Gracieuse Majesté qui sont coulés les uns après les autres. Par qui? Alors par plein de personnages qui parlent français avec un accent parigot, ce qui ajoute évidemment au décalage total du film. Et le chef des espions, c'est Erich von Stroheim. Superbe, qui se balade. Alors, le jour, il commandite le bombardement des sous-marins de Sa Gracieuse Majesté, et le soir, vêtu d'une robe de chambre étincelante, blanche, il maquille des mannequins de son salon de coiffure. Rien que pour ça, on peut aller voir le film. Et clou du film, il y a Viviane Romance. Viviane Romance, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais c'était la vampe de l'époque. Et elle joue donc une espionne. Et le clou du film, la scène est brève, mais veillez juste uniquement pour voir ça. Elle joue une espionne, mais elle est danseuse en même temps, donc une sorte de Carmencita, qui a un numéro. Et avec ses castagnettes, elle envoie en morse des codes secrets. Je vous jure, voir pendant 1 minute avec des dents et tout le monde commence à noter en morse de l'autre côté tout ce qu'elle envoie, c'est absolument irrésistible. Donc rien que pour ça, Gibraltar de Fedor Ozek. Au cinéma de minuit. Au cinéma de minuit. Et Alors je crois qu'il y a une question de Charles qui nous demande, c'est vrai que ce soir sur France 2, il y a Hippocrate, vous le recommandez? Ah, moi oui. C'était moi qui avais écrit la critique. J'aimais beaucoup à l'époque, et j'aime toujours beaucoup ce film. J'avais beaucoup aimé la dimension récit initiatique sur l'entrée dans le monde du travail d'un interne en médecine, que jouait Vincent Lacoste, et donc sa découverte de l'hôpital d'aujourd'hui. Non, c'est un bon film. De ce qui ne va pas dans l'hôpital. Oui, c'est vraiment un et film Marianne très Denicourt aussi est très bien. Voilà, superbe interprétation de Marianne Denicourt dans le rôle d'une médecin, elle, installée, et qui va un petit peu cornaquer le jeune médecin. C'est pas un grand film, on est d'accord. Non, mais beau film, vraiment, plutôt bien écrit, avec vraiment des très belles choses. À la fois, moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'on est à la fois dans la chronique sociale assez juste, et pour cause, puisque le réalisateur est aussi médecin, donc il sait vraiment bien de quoi il parle. Oui. Et la dimension romanesque du récit initiatique, voilà, vraiment. Alors Charles, vous êtes rassuré, vous pouvez voir Hippocrate, on le recommande. Et on finit par le DVD que tu as choisi, Samuel, et qui est donc... Alors une nouveauté, un film sorti récemment en salle, il y a 4 mois, donc c'est le Chouf de Karim Dridi. Qui est un réalisateur qui a fait 3-4 films vraiment bien, Pigalle, Bye Bye. Voilà, Ramsa, donc c'est des films tourné pour beaucoup d'entre eux à Marseille, qui est sa ville, qu'il connaît bien. Et là, encore une fois, c'est un film tourné dans les quartiers nord de Marseille, avec des jeunes comédiens, pour la plupart non professionnels, et qui sont tous formidables. Et donc, c'est un film sur les ravages du trafic de drogue dans les quartiers nord. Alors, dit comme ça, c'est pas très engageant, sauf que Karim Dridi en fait à la fois un polar, une tragédie antique, et avec un vrai souffle vraiment de mise en scène, une vraie chronique sociale très dure, mais en même temps vraiment très impressionnante, à la Ken Loach. C'est vraiment une influence revendiquée de Karim Dridi. On la sent vraiment dans ce film. Et voilà, ça vaut vraiment la peine. Bon, alors, si je me résume, James Gray, 2 premiers films, Compartiment tueur à la télé et Mon Gibraltar pour Viviane Romance et son code en morse. Et donc le Chouf de Karim Dridi qui est édité chez Blackout. Parfait. Eh bien, merci. J'espère que vous retrouvez la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Cinérama. À la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.